La sortie cette semaine de Marguerite de Xavier Giannoli, dans lequel Catherine Fro se rêve en grande cantatrice, nous a donné envie de parler dans Blow Up des rapports très fructueux entre opéra et cinéma. Il y a tout d'abord eu de célèbres opéras adaptés à l'écran, comme le Carmen de Bizet par Francesco Rosi. Il y a également de nombreux airs d'opéra que l'on écoute au cinéma, sur CD comme Joaquin Phoenix dans Two Lovers, sur disque comme Klaus Kinski dans Fitzcarraldo, ou de l'opéra que l'on regarde à la télévision, comme Jean-Pierre Cassel et sa famille dans La Cérémonie, sans oublier l'opéra que l'on enregistre en douce dans le Diva de Jean-Jacques Benex. Mais surtout, et c'est de cela dont nous allons parler, l'opéra a très souvent servi de décor au cinéma pour des scènes mémorables, comme ici en ouverture du Senso de Luchino Visconti. Alors, qui se rend à l'opéra au cinéma, et pour y faire quoi ? Eh bien, commençons tout d'abord par le classique des classiques, Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, maintes fois adapté à l'écran, dans les années 20 avec Lon Chaney dans le rôle titre, dans les années 40 avec Claude Rains dans le rôle du fantôme masqué, ou encore à la fin des années 90 avec Julian Sands et Asia Argento devant la caméra de Dario Argento. Sinon bien sûr, Brian De Palma, dans Phantom of the Paradise, a proposé une fameuse version pop du livre de Gaston Leroux. Mais encore, eh bien de nombreux personnages travaillent à l'opéra. Dans La Grande Vadrouille, Louis de Funès est un chef d'orchestre plutôt habité. Plus récemment, dans Main dans la main, Valérie Lemercier est un professeur de danse plutôt strict. Les auditions vont commencer. Mais sinon bien sûr, la profession la plus représentée reste celle de chanteur d'opéra. Que ces chanteurs soient en groupe, partant en croisière pour rendre hommage à l'un des leurs dans Évoque le navire de Fellini, ou que ces chanteurs se réunissent pour célébrer l'anniversaire de Verdi dans le quartet de Dustin Hoffman. Mais les chanteurs d'opéra se produisent également en solo, comme le Castra Farinelli dans le film de Gérard Corbiot, ou comme Jill Clayburgh dans La Luna de Bertolucci. Sinon, plus connu, la Castafiore de Tintin et sa voix au perché. Mais enfin, notre préférée, Jacqueline Maillan, alias Elena Bourdelle, dans Papy fait la résistance. Admirable, sa voix est limpide comme du cristal. Mais encore, eh bien, qui dit représentation à l'opéra, dit souvent mise en abîme. Pour le compositeur tout d'abord, comme le Mozart de Milos Forman, qui crée avec Don Giovanni un opéra qui renvoie à la mort du père. Mais aussi et surtout, une mise en abîme pour le spectateur, comme Tom Hanks dans Le Bûcher des Vanités, qui voit dans Don Giovanni, là aussi, des liens évidents avec les épreuves qu'il traverse. Dans le même ordre d'idées, Sean Penn dans Harvey Milk se rend à une représentation du Tosca de Puccini et croit voir son ennemi juré, Josh Brolin, parmi les comédiens. Enfin, dans Le Parrain 3, de nombreux drames se jouent autant sur scène que dans la salle, notamment pour Sofia Coppola, Andy Garcia et Leur amour impossible. C'est que le lyrisme et la flamboyance des sentiments de l'opéra favorisent bien évidemment les rapprochements sentimentaux. Dans le déjà cité Senso, l'histoire d'amour entre Farley Granger et Ali Davali commence par une rencontre à l'opéra. Une idée dont s'est souvenu Martin Scorsese dans Le Temps d'innocence, Daniel Day-Lewis rencontrant Winona Ryder, Geraldine Chaplin et Michelle Pfeiffer à une représentation du Faust de Gounod. Sinon, les scènes d'opéra au cinéma sont souvent ponctuées de regards explicites, entre Jonathan Rhys Meyers et Emily Mortimer dans le Match Point de Woody Allen, entre Charlotte Rampling et Dirk Bogarde dans Portier de nuit, ou encore entre Roberto Benigni et Nicoletta Braschi, après avoir quand même beaucoup insisté, dans La vie est belle. Enfin, le déchaînement des passions de l'opéra amène immanquablement son lot de violence et de sang, ce que métaphorise notamment Martin Scorsese et son goût pour la couleur rouge dans Les Infiltrés. Une violence qui éclate au balcon, dans le opéra de Dario Argento encore lui.
ou une violence qui éclate sur scène, dans le 5e élément de Luc Besson. Enfin, on ne compte plus au cinéma les montages parallèles, sur un mode plutôt rapide dans le James Bond Quantum of Solace, ou sur un mode plus lent dans Les Incorruptibles, Sean Connery agonisant, tandis que Robert De Niro assiste à une représentation du Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo. Bref, si on ajoute Roy Scheider arrivant en retard à l'opéra dans Marathon Man, et Catherine Fro arrivant elle aussi en retard dans Les Derniers Jours du Monde, si on ajoute les larmes de Kate Winslet assistant à une représentation de sa fille dans Mildred Pierce, les larmes qu'a bien du mal à contenir Jean Reno dans Margaret, celles de Cher sous les yeux de Nicolas Cage dans Éclair de lune, ou encore celles de Julia Roberts sous les yeux de Richard Gere dans Pretty Woman, on peut dire que tout le monde au cinéma va à l'opéra, même Catherine Deneuve de face dans Les Parapluies de Cherbourg, et même Daniel Darieux de dos dans Madame 2, même Marie-Antoinette, et même Sissi, et enfin même les Marx Brothers, très en forme dans Une nuit à l'opéra, ce qui nous a donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes à l'opéra de notre histoire du cinéma. Notre numéro 5, commençons par l'un des plus célèbres films de l'histoire du cinéma. Orson Welles, alias Charles Foster Kane, veut faire de son épouse Susan Alexander une grande chanteuse lyrique, mais oublie qu'il y a des choses qu'on n'achète pas, par exemple le talent. Notre numéro 4, To Rome with Love, pas forcément un grand Woody Allen, mais le film contient une idée assez insolite. Woody Allen est un impresario d'opéra, il est subjugué par les talents de chanteur du père de son futur gendre qu'il entend sous la douche. Il lui fait ensuite passer des auditions désastreuses, constatant que son protégé ne chante finalement bien que sous la douche, lui vient alors une idée plutôt originale. Notre numéro 3, changeons de registre avec Ingmar Bergman, lequel a réalisé une adaptation de La Flûte enchantée de Mozart, mais surtout, Bergman a cité ce même opéra dans L'Heure du Loup, au cours d'un très étrange spectacle de marionnettes, sous les yeux notamment de Max von Sydow et Liv Ullmann. Lucie ? Das Licht mein Auge
ihr Unsichtbaren, sagt mir, leben Paminander. Notre numéro 2, un dessin animé découvert comme beaucoup à l'enfance, Magical Maestro de Tex Avery, avec un chef d'orchestre magicien particulièrement facétieux et le grand chanteur Puccini qui va en voir de toutes les couleurs. La 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 la. Largo fantasma de la città, largo. La 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 la. Enfin notre numéro 1, difficile de passer après Tex Avery, alors convoquons la scène d'opéra de notre histoire du cinéma, dans le Birth de Jonathan Glazer. Nicole Kidman vient de rencontrer un jeune garçon lui affirmant qu'il est la réincarnation de son défunt mari. Le trouble et le vertige vont alors culminer dans une longue scène d'opéra que voici, parce qu'on est comme ça, dans son intégralité. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On dit 7. Hop. Alors.